Bienvenue à toi qui m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Voici un petit résumé de l'histoire du voyageur. Alors que Thomas pensait rester tranquillement aider son père à la ferme et foutre les chocottes à ses camarades, tout ne se passa pas comme prévu. Son frère, qui était parti au Mont-Saint-Michel en quête d'un remède concocté par les moines afin d'aider leur petite sœur malade, revint non seulement bredouille, mais avec une cheville en vrac. C'est donc à Thomas qu'incombe désormais la noble tâche d'aller chercher cette fameuse potion. N'oublions pas que nous sommes au milieu du XVIe siècle et qu'il doit faire l'aller-retour à pied du marais Poitevin au Mont-Saint-Michel. Et voilà qu'arrive notre première épreuve. Sur le chemin, alors qu'il fait une halte dans une charmante auberge bien ambiancée, un inconnu qui ne sait ni lire ni écrire lui demande de l'aide pour décoder une carte menant à un trésor. Bien entendu, notre cher protagoniste n'est pas dupe et sent le piège à plein nez. Bah alors, c'est quoi le problème? Au moment où il s'apprête à aller se coucher, il aperçoit l'homme passer devant lui, la carte à portée de main. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que ton choix est fait, visiblement. Morte couille. Non, hors de question. Et si quelqu'un me voit et me dénonce, je vais passer un sale quart d'heure. C'était si tentant pourtant. L'homme passa à côté et frôla Thomas. Il sentit la carte qui glissa sur le dessus de sa main. Il serra les poings et se dépêcha de grimper dans sa chambre. La nuit fut pénible. Il n'avait pas arrêté de se ressasser qu'il était peut-être passé à côté d'un gros magot. Il quitta l'auberge à l'aube. L'ambiance était bien différente de la veille. Déjà, il n'y avait quasiment plus personne, hormis les 2 ou 3 ivrognes qui dormaient par terre. Oh, et lui là-bas, j'aimerais pas être à sa place. Il sortit et récupéra le chemin en direction du Mont-Saint-Michel. Au revoir, le trésor. Elle était si proche. Personne n'aurait rien vu. Il ne put s'empêcher de ruminer tout le long du chemin. Mon précieux! C'est le bruit du ventre. À la pause déjeuner, il commençait à avoir faim. Il n'avait pas mangé en partant, et avec la fatigue accumulée, il avait la tête qui tournait. Oh non! Il s'arrêta un instant au bord d'un chemin. Une pause s'impose. Il leva les yeux au ciel. Le temps était magnifique. Puis il contempla les arbres et le paysage autour de lui. Soudain, son attention fut attirée par quelque chose qui brillait au sol. C'est un caillou. Il se pencha et retira un peu de terre qui cachait l'objet. Il venait de trouver 5 pièces d'argent. Roux de la joie. Heureux de sa découverte, il pourrait se payer un bon repas. J'ai faim. Finalement, son grand frère avait peut-être raison sur les bonnes actions. Oui, mais de cela, il gardera le secret. Tête de mule qu'il était. Et après s'être enfilé un bon repas, il reprit la route. Sur le trajet, il avait sympathisé avec un petit groupe de pèlerins, qui l'eût cru. Ceux-ci lui racontèrent l'histoire du Mont-Saint-Michel. C'était en l'an 708 que l'évêque Saint-Aubert aurait aperçu l'archange Saint-Michel à travers un rêve. Il lui aurait demandé de construire un sanctuaire en son honneur sur l'île appelée le Mont Tombe à l'époque. Au départ, Saint-Aubert pensait que c'était le démon qui venait l'importuner à travers ses rêves. Au bout de la 3e fois, il est dit que l'archange Saint-Michel aurait planté son doigt dans le crâne de l'évêque, lui faisant un trou. Là, c'est sûr, il ne pouvait plus confondre avec un rêve. Aujourd'hui, la relique du crâne est conservée. Avant de commencer, un gros rocher au sommet du Mont Saint-Michel empêchait toute construction. Oh non! On dit que c'est un enfant qui aurait réussi à le pousser. Belle métaphore de la pureté. Près du mont, il y a un petit îlot appelé Tombelaine.
Ici aussi, on retrouve l'histoire du géant Gargantua. Il est partout, lui. Étant dérangé par des cailloux dans sa botte, il s'en serait débarrassé. Il est vrai que ce n'est pas agréable. Et c'est là que serait apparu le Mont Saint-Michel, Tombelaine et le Mont Dol, des petits cailloux. Aussi, il paraît que le père de Gargantua, Grand Gosier, aurait sa sépulture sous le Mont Saint-Michel et sa mère Galemelle sous Tombelaine. Si ça se trouve, c'est ces petits cailloux qui les ont écrasés. On lui parla également de la forêt de Sissi. On dit qu'il y a fort longtemps, une forêt dense entourait le mont. Mais suite à un raz de marée gigantesque, elle aurait disparu. Au fur et à mesure des années, les pèlerins étant de plus en plus nombreux, les bâtisseurs durent agrandir le lieu. Au XIIIe siècle, la merveille est construite. Et durant la guerre de 100 ans, 116 pour être exact, le mont résiste aux Anglais. Mais revenons à nos moutons. Il fallait que le groupe traverse des sols marécageux afin de parvenir au mont. Et il fallait faire attention de ne pas se faire prendre par le mascaré. Ça y est, notre cher Thomas était enfin arrivé. Je vous laisse deviner ce qu'il a fait. Ben, la roue. Quoi d'autre, voyons? Pendant l'entretien avec un moine, Thomas avait expliqué le cas de sa sœur. Il put repartir 3 jours après avec une potion que les moines avaient concoctée. Pour la préparer, ils savaient utiliser des plantes cultivées dans le cloître. Thomas prit bien soin de faire attention au flacon. Il était fier de lui, et pas qu'un peu. Il avait jusqu'alors accompli un beau parcours, un sans faute, et les 2 chevilles intactes. Il est important de le souligner. Et sans aucune embûche. Arrêtons là, j'ai les chevilles qui gonflent. Et en plus, il lui restait quelques sous pour le retour. C'était parfait. Après plusieurs jours de marche, il arriva aux alentours de Saint-Philbert de Grandlieu. C'était la tombée du jour, et il s'était arrêté sur le chemin pour faire une pause. À ce moment, il croisa un homme qu'il trouva louche. Celui-ci s'arrêta face à lui et commença à lui parler du temps qu'il faisait. « C'est une belle saison. Le temps est vraiment agréable, n'est-ce pas ? Êtes-vous un pèlerin ?» lui demanda-t-il. Thomas observa attentivement l'homme. Il comprit à sa tenue qu'il devait être un moine. Mais il connaissait le vieil adage et préférait rester sur ses gardes. Les bandits peuvent prendre n'importe quelle apparence. « Non, je ne suis point un pèlerin, » répondit Thomas. Il le regarda nonchalamment et pensait se débarrasser de l'homme en faisant mine de s'intéresser aux cailloux à ses pieds. Mais ça aurait été bien trop simple. Le moine ne lâcha pas l'affaire pour autant et s'assit à ses côtés. « Ah, mais qu'est-ce qu'il me veut ?» Le moine continua la conversation qui ressemblait davantage à un monologue au vu des réponses de Thomas. Oui. Non. Il n'était vraiment pas serein. La nuit étant proche, il devait vite se trouver un endroit au calme pour dormir à l'abri des regards indiscrets. Le temps pressait. Mais le moine n'était pas dupe et remarqua l'attitude de Thomas qui était prêt à s'en aller. « Au revoir. »« Ah, tu n'es pas un grand bavard, » lui dit-il. « D'habitude si, mais là, non. Si tu es du coin, alors tu dois connaître les légendes qui entourent le lieu. » »« Des légendes ? Mais peut-être que je me trompe. » Thomas leva la tête. Ça l'intéressait davantage. Oh oui, car il pourrait se servir de ces légendes pour faire peur à ses camarades au retour. Il était vraiment friand de ces histoires, beaucoup même, bien qu'il n'en croyait pas un traître mot. « Tu m'as l'air intéressé, » lui dit le moine en souriant. Très intéressé. « Laisse-moi te les conter. Connais-tu celle du lac de Grandlieu ?
Thomas fit un signe négatif de la tête. Voici la première légende. Avant le VIe siècle, le lac n'existait pas encore. À la place, il y avait une cité païenne, la cité d'Herbauges. C'est un ancien confrère, Saint Martin de Vertou, qui fut chargé d'évangéliser la cité. Les habitants ne furent pas d'accord et chassèrent le prêtre. Il est dit qu'à travers un rêve, un ange l'aurait sommé de quitter la ville, prête à se faire engloutir par les eaux, et de ne surtout pas se retourner. Une famille s'enfuit avec lui, un homme du nom de Romain, sa femme et leur fils, Pierre. Mais entendant les flots engloutissant leur ancienne ville, l'homme et la femme se seraient retournés, et aussitôt auraient été changés en pierre. On dit que les deux menhirs ou dames de pierre à Pont-Saint-Martin, sur les bords de l'Ognon, en seraient la preuve. Une autre légende raconte aussi que Saint-Martin n'aurait pas eu le temps de s'en aller et aurait pactisé avec le diable pour se sauver. Celui-ci aurait construit un pont, en échange de l'âme du premier être vivant qui traverserait. Quelle idée sympathique. Et devine ce qu'a fait Saint-Martin. Il a traversé? Il a fait traverser un chat. Oh non, le pauvre. D'ailleurs, si tu t'aventures près du lac le soir de Noël, tu peux entendre les cloches de la cité retentir. Une histoire comme je les aime. Souhaites-tu que je continue ou je m'arrête là? Oh oui, je veux bien en apprendre encore. Très bien. Maintenant, je vais te parler d'une pierre qu'il ne faut en aucun cas déplacer. Si, bien entendu, tu veux te préserver de tempêtes colossales. Elle se situe au nord du lac de Grandlieu. Elle reboucherait l'entrée d'un gouffre où aurait été enfermé un géant. C'est peut-être Gargantua après qu'il ait tué ses deux parents. Ne sait-on jamais? On dit que ce sont ses colères qui déclenchent les fureurs du ciel. Heureusement, il serait possible d'apaiser sa rage. Et comment? On dit que seule une jeune vierge le peut. Thomas avait un don pour retenir ce genre d'histoire. Mais le moine n'en avait pas fini avec lui. Il avait d'autres légendes en réserve. Effectivement. Et il avait parfaitement compris que Thomas était très intéressé. En même temps, ça se voyait. Il avait les yeux du chapeauté. Continuons. Je ne sais point par quel chemin tu vas te diriger, mais peut-être passeras-tu devant le château des Jamonnières. Aujourd'hui, château des Marais. Le château des Jamonnières? Interrogea Thomas. En effet, eh bien figure-toi qu'il a appartenu à Gilles de Rais. Je suis censé le connaître. Voyant la tête interrogative de Thomas, il comprit tout de suite que celui-ci ne connaissait pas du tout l'homme. Oups. À notre époque, on le nomme aussi Barbe Bleue, depuis les contes de la mère Loa, écrits par Charles Perrault en 1697. Et ce n'est pas parce qu'il se teignait la barbe. Non, non, non. Cet homme est né au début du XVe siècle, au château de Chantossé-sur-Loire. C'était un chevalier et seigneur de Bretagne, d'Anjou, du Poitou, du Maine et d'Angoumois. Étant un chevalier, il a participé à de nombreuses batailles, notamment la guerre de 100 Ans. Par la suite, il a combattu aux côtés de Jeanne d'Arc afin de faire monter Charles VII sur le trône. Charles VII sera sacré roi à Reims en 1429. Après les guerres, il se serait mis à dilapider ses terres et son patrimoine. Certains racontent qu'il aurait été séduit par l'alchimie et la magie. C'est à Angers, par un soldat incarcéré pour crime d'hérésie, qu'il aurait reçu son premier livre d'alchimie. Mais n'ayant pas la prudence d'un sage antique, il aurait perdu la tête. Il a aussi vécu dans un autre château, celui de Tiffauges. Thomas entendit de petits craquements
et se retourna. Visiblement, le moine n'avait rien entendu. Il n'entend peut-être pas très bien. Alors que la nuit était en train de tomber, il continua son récit. Quand tu traverseras Saint-Philbert de Grandlieu, n'hésite pas à faire un tour dans son abbaye. Beaucoup de pèlerins y vont. Mais je ne suis pas un pèlerin. Pendant un temps, le corps de Saint-Philbert, qui avait été déposé dans un sarcophage, a siégé au sein de cette abbaye. J'imagine que tu ne connais pas non plus son histoire. Cette fois-ci, Thomas le regarda avec un regard complètement désintéressé. Mais l'homme fit mine de ne pas le voir. En plus d'être sourd, il est aveugle. Saint-Philbert a accompli de nombreux miracles durant sa vie. De nombreuses personnes sont venues solliciter son aide. Eh bien moi, j'aimerais bien qu'on m'aide à trouver un coin où dormir pour ce soir. 23 miracles ont également eu lieu pendant la translation de son sarcophage. Sarcophage? Comme les Égyptiens? Tiens. Translation de Noirmoutier à l'abbaye de Déas, ancien nom de Saint-Philbert de Grandlieu. Oui, mais quelle sorte de miracle? Demanda Thomas, qui commençait à être agacé et un peu sur les nerfs. Il est dit que Saint-Philbert serait apparu dans le songe d'un infirme et que tout se serait arrangé pour l'homme. Eh bien nous, ce soir, ça risque pas de s'arranger si on reste là. Un autre miracle raconte qu'un combat eut lieu entre les Normands et le comte d'Herbauges le 20 août 835, au pied du château de Noirmoutier. On dit que Saint-Philbert serait sorti de son tombeau et aurait fait cesser le combat. Cette fois-ci, le moine entendit les craquements. Quelque chose se rapprochait, ou quelqu'un. Ça y est, vous aussi vous l'avez entendu? Thomas s'était rapidement redressé. Il avait beau regarder tout autour de lui, il ne voyait rien. Mais il sentait fortement la présence de quelque chose qui les observait. Oh, j'aime pas ça. Le moine se leva à son tour et murmura. Le cheval malais. Que dites-vous? Demanda Thomas, qui n'avait pas bien compris ce que venait de dire l'homme. Il faut partir, il se fait tard, dit le moine. Il est plus que temps. Il me reste 2 histoires à te conter. Ce sera pour une prochaine fois. Mais ne restons pas au bord du chemin. Taillot, tu m'as l'air d'être un brave jeune homme. Alors je t'accorde mon hospitalité. Vois-tu, j'ai une petite demeure non loin d'ici. Tu auras au moins un endroit au chaud pour ce soir, et tu seras en sécurité. Il est vrai que Thomas ne connaissait pas l'homme. Il était mitigé, entre rester dans la forêt ou aller chez un inconnu. Et toi, mon cher, que ferais-tu à la place de Thomas? Oui, je te sollicite une seconde fois pour cette histoire. Et au meilleur moment. Sinon, c'est pas drôle. Alors, tu pars te mettre au chaud avec l'homme? Ou alors tu restes au froid dans la forêt, avec cette chose? C'est peut-être seulement un petit animal. On n'en sait rien. Bon courage.